C'est bon? Bonjour, bienvenue au Bonjour à toutes et bonjour à tous pour une nouvelle émission sur IDFM Radio Anguin. Un grand merci à Charlie qui m'accompagne pour la technique. Vous pouvez toujours nous suivre bien sûr en FM 98.0, en vidéo live via Facebook, page barre de l'économie, en web radio sur idfm 98.fr, par internet. Et puis maintenant, c'est nouveau, la chaîne YouTube barre de l'économie pour réécouter comme vous voulez ou partager avec vos clients cette émission. Alors aujourd'hui, au menu, 5 minutes sur le Covid, bien sûr, avec notre expert Jean-Claude Durousseau et le professeur Gilbert Deray. Nos infos du jour, nos entretiens avec Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, et notamment au travers de la gestion de crise aux États-Unis, en Russie, la poursuite des tensions au Venezuela ou la place de la stratégique de l'Europe, et à savoir si nous avons des valeurs communes. Et puis en direct de New York, nous serons avec Laurence Ruiz, cofondatrice et associée du cabinet d'expertise comptable Orbis qui aide les entrepreneurs à s'installer aux États-Unis. Et puis on est mercredi, donc notre lecture du jour pour les enfants avec Samira Chakaf Andalousie pour un livre qui s'appelle Wonder de R.J. Palacio chez Pocket Jeunesse. Alors les infos du jour, et bien tout de suite, bien sûr, 5 minutes sur le Covid. 5 minutes pour répondre à vos questions sur le coronavirus. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Gilbert Deray, bonjour. Alors aujourd'hui, on va commencer à parler de la sortie de crise, de la sortie de confinement, et notamment des tests qui vont être obligatoires quasiment en sortie de confinement. Alors les tests, d'abord, il y en a de deux types. Il y a la RCP et il y a les tests sérologiques. Deux questions, deux réponses différentes. Je me trompe ou pas? Non, c'est tout à fait ça. Alors, c'est PCR. Alors, la PCR, c'est quoi? Ça va vous permettre de savoir si vous avez du virus dans votre corps. Ça peut être dans le sang, ça peut être dans le nez, ça peut être où vous voulez. Si je vous mets un coton-tige dans le nez, je vais après le mettre dans une boîte et je vais voir si vous avez du virus. Le problème, c'est que si vous avez très peu de virus dans le nez, je ne vais pas être capable de le détecter si je ne fais pas ce qu'on appelle une PCR. Ça revient en fait à amplifier le nombre de virus qu'il y avait sur le coton-tige. Il y en avait un, et bien je vais le cultiver pour qu'il y en ait 10, pour qu'il y en ait 100, pour qu'il y en ait 1000, pour pouvoir le détecter. Et à l'arrivée, je vais pouvoir vous dire s'il y avait du virus en grande ou en petite quantité. Donc on est d'accord, on ne parle que du virus. Ensuite, je peux aller regarder si vous avez des anticorps. Les anticorps, c'est votre défense, c'est votre corps qui va les fabriquer. Ce sont des protéines, pour être exact, des glycoprotéines. Ils vont être fabriqués par des cellules, et ces anticorps vont aller attaquer le virus pour le tuer. Si vous avez des anticorps, ça veut dire que vous avez bien été contaminé par le virus et vous êtes en train de l'attaquer. Et pour être très complet, c'est très important, vous avez deux types d'anticorps. IgG, IgM. Les IgM, ce sont les premiers qui vont apparaître. Ils sont là très vite, ils attaquent votre virus, ils commencent à le détruire, ils vont disparaître assez vite au bout de 2 semaines. Et la suite va être prise par ceux qu'on appelle les IgM, légèrement décalés, et c'est ceux-là qui vont rester avec le temps. Je résume, on peut détecter vos antigènes, c'est-à-dire le virus par la PCR, on peut détecter les anticorps, la réponse de votre corps, il y a les IgM qui sont tout de suite, qui vont disparaître, et les IgG qui vont rester avec le temps. Alors, on va revenir en détail sur tout ça. Quand, au début, avec la PCR, on cherche du virus, on cherche des gens qui sont en train de développer la maladie, c'est ça? C'est exactement ça. Alors ça va dépendre du moment où vous cherchez. Si c'est au début, ils sont en train de la développer. Si vous le cherchez 7 jours plus tard ou 15 jours, ils ont déjà des signes. Donc ça, c'est la fameuse charge virale qui augmente au fur et à mesure qu'on développe la maladie et qui va commencer à baisser ensuite. Exact. C'est ça. Ensuite, avec les tests sérologiques, si j'ai bien compris, ce qu'on cherche, ce sont les anticorps. Donc là, c'est les gens qui commencent à se sortir de la maladie ou qui sont sortis de la maladie, c'est ça? Ils se défendent, ils fabriquent leurs anticorps pour tuer les virus. Et effectivement, ils essaient de se sortir de la maladie. Et pour ceux, évidemment, les plus nombreux qui vont guérir, ils garderont trace de cette maladie par la présence d'anticorps IgG. Donc, si on se résume et si on simplifie encore, PCR, ça va détecter les malades,
Et le test sérologique, ça va détecter les personnes qui sont immunisées parce qu'ils ont été soit malades et ils ont vaincu la maladie, soit ce sont des porteurs sains. C'est ça? C'est ça, et ce que vous venez de dire est vrai, attention pour les IgG. Les IgG, les anticorps, c'est ceux-là qui vont rester. Si vous voyez des IgM, on est en cours de la maladie. Alors, IgG, IgM. Ig, c'est immunoglobuline, c'est ça? Oui. Et il y en a deux types, les M et les G. Les G, c'est les gamma, c'est ça? C'est ça. Alors, il y en a plein d'autres types. Et ceux qui vont nous intéresser là, c'est M et G. D'accord. Quand vous verrez vos résultats, parce que ce que je vous dis, c'est très pratique. Le laboratoire vous rendra un résultat exactement comme ça. Il vous mettra IgM, IgG. Est-ce que ces fameux tests, ce sont ceux qu'on voit avec en prélevant une petite gouttelette de sang, c'est ça? Vous avez deux possibilités. Soit la prise de sang, soit au bout du doigt. Évidemment, ceux au bout du doigt seront beaucoup plus pratiques et on pourra les généraliser, y compris même dans la rue, auprès d'une voiture. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez un peu mieux compris la différence entre les différents tests. On se revoit très bientôt pour préciser tout ça. Voilà, c'était donc les précisions du professeur Deray, et c'est important, et donc 5 minutes tous les jours maintenant sur le Covid-19. Alors, autre information du jour, parfois nous ne sommes pas fiers d'être français quand on regarde le chiffre des abandons d'animaux et le signalement pour violence intrafamiliale, cela veut dire envers les femmes et les enfants. 40,5% supplémentaires en moyenne sur la France, mais plus de 80% dans certaines régions. Alors la plainte n'empêche pas le procureur de la République d'engager les poursuites contre les auteurs de violences, qu'il y ait eu dépôt de plainte ou signalement des faits d'après le Code de procédure pénale. Surtout, il permet de prendre des mesures de protection à l'instar de l'éloignement ou d'un placement sous contrôle judiciaire, mais les femmes osent moins téléphoner pendant cette période de confinement. Alors mesdames, je vous rappelle un numéro, le 3919, mais si c'est difficile pour vous de téléphoner, eh bien vous pouvez envoyer un SMS au 114. Et pour les enfants victimes, eh bien vous pouvez aussi téléphoner au 119. Être en sécurité reste la priorité pour votre famille et vous pouvez aussi fuir tout simplement. Et la fuite reste une dérogation de déplacement. Et donc n'hésitez pas à aller voir la police. Autre information du jour, c'est toujours notre appel à la mobilisation des couturières et livreurs valdoisiens. Si vous êtes volontaire, rejoignez le collectif des blouses pour l'hôpital sur blouses au pluriel pour l'hôpital.com. Voilà, c'est notre appel quotidien pour fabrication de blouses puisqu'il en faut à peu près entre 20 à 30 par patient malade du Covid. Autre information du jour, c'est le baril de pétrole coté à New York et qui s'échangeait encore à $60 en début d'année et qui a vu sa valeur fondre ce lundi. Eh bien, le baril tombe sous les $0. Les investisseurs et spéculateurs cherchent désespérément à se débarrasser de certains barils de pétrole américains dans un contexte de faible demande, faute de stockage. Les investisseurs payent même désormais pour trouver preneurs. Dans certains endroits des États-Unis et au Canada, les prix du baril sont même tombés dans le négatif, ce qui signifie que certaines personnes paient pour se débarrasser de leur baril, chacun contenant à peu près 159 litres de pétrole. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence européenne cotée à Londres, cote lui à environ $26. Reste que le marché du pétrole connaît de fortes chutes depuis des semaines, alors que les restrictions de déplacement dans de nombreux pays et la paralysie de nombreuses économies à cause de la crise du coronavirus fait donc fondre la demande internationale, puisque beaucoup d'entreprises utilisent aussi du pétrole. Les investisseurs s'attendent à pire encore du fait de la récession, et l'Arabie Saoudite, qui s'était lancée dans une guerre de prix avec la Russie pour obtenir un maximum de parts de marché, a inondé le marché de pétrole à bas coût. Les pays de l'OPEP avaient fini par s'entendre pourtant sur une baisse à 9,7 millions de barils par jour pour les mois de mai et de juin, mais les prix ont continué à dégringoler et il est devenu clair que les réductions promises ne suffiraient pas à compenser l'effondrement de la demande, c'est selon l'Agence internationale de l'énergie. Cela ne va pas durer bien sûr, mais dans l'immédiat, les bourses américaines ont accusé une baisse à la clôture lundi, moins 2,46% pour le Dow Jones, moins 1,03% pour le Nasdaq et pas de véritable baisse à la pompe pour le consommateur français.
Alors, on a posé la question sur la gestion de la crise aux États-Unis, en Russie et la poursuite des tensions au Venezuela, ou encore la place stratégique de l'Europe. Écoutons l'avis de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Tout à fait nouvelle sur la stratégie de la tension que Trump est en train de mettre en place aux États-Unis en s'en prenant aux 23 États qui ont maintenu le confinement. Et donc on voit qu'il y a des manifestations qui donc brisent les règles du confinement, manifestations pour appeler à la fin du confinement. Alors il y a bien sûr dans ces manifestants des partisans de Trump, il y a aussi des gens qui sont inquiets pour leur situation, parce qu'il y a maintenant 22 millions d'Américains qui se sont inscrits au chômage depuis le début de la crise, il y a des gens qui n'ont plus de moyens. Et bien sûr, Trump joue sur la tension, ça lui permet de s'exonérer de ses propres responsabilités dans le déclenchement tardif de la riposte au coronavirus, et puis il pense aussi effectivement que en période de tension, s'il est clivant, il aura des partisans. Il a intérêt à jouer sur le clivage, sur les tensions pour finalement maintenir un flux en sa faveur. Mais le danger, bien sûr, c'est qu'on voit qu'il y a des gens qui sont armés. Et donc, on sait qu'il y a souvent des tueries de masse aux États-Unis. Et donc, il y a quand même un danger d'exciter ainsi les gens. Et ce n'est pas le rôle d'un président de faire cela. Un président doit être le protecteur de la nation et non pas celui qui vient exciter les foules. Mais une fois encore, Trump pense juste élection et il ne pense pas intérêt national. Alors une question sur la Russie, on n'entend pas beaucoup Poutine ni la Russie, c'est plutôt inhabituel effectivement. Est-ce que la Russie est moins touchée par le coronavirus ? C'est ce que disent les Russes. Alors il y a 3 explications possibles. 1, ils ont fermé plutôt la frontière avec la Chine. 2, la densité faible de la population permet de limiter la contagion. 3, les chiffres sont minorés. Mais les Russes se sont opposés au Conseil de sécurité à ce que le Conseil de sécurité se saisisse de cela, en disant que le Conseil de sécurité n'était pas compétent en matière de santé publique. Les Russes sont pris dans le problème du pétrole avec la guerre qu'ils ont menée avec les Saoudiens. On prévoit un recul du PIB d'au moins 3% et sera peut-être plus. Et donc effectivement la baisse du cours du pétrole gêne Poutine. Et puis par ailleurs la Russie a dû annuler les grandes cérémonies du 9 mai qui auraient dû marquer le 75e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Donc ce sont des complications pour Poutine. Mais on peut aussi penser qu'il regarde d'un bon œil la montée des tensions entre la Chine et les États-Unis parce que ça le libère un peu d'une pression. Et tant que Chinois et Américains s'opposent, lui, ça libère un peu la pression qui pèse habituellement sur la Russie et sur ses propres épaules. Une question sur le Venezuela. Les États-Unis se disent prêts à lever les sanctions sur le Venezuela pour des raisons sanitaires et médicales, mais à condition que Maduro quitte le pouvoir et sans garantie de ce qui lui arrivera. Donc il est peu probable qu'il quitte le pouvoir pour satisfaire cela et donc la crise continue. Par ailleurs, Maduro a été accusé d'être un trafiquant de drogue. Le commandement des armées a même parlé de narcotrafiquants. Et donc, ceci ne va pas arranger les choses. Des voix s'élèvent pour dire que, quelles que soient les critiques que l'on puisse faire au régime vénézuélien, mais il faut faire une trêve dans les sanctions. Il faut apporter une aide médicale d'urgence pour les questions humanitaires, mais également pour les questions d'intérêt. Parce que si le coronavirus progresse trop vite au Venezuela, les pays voisins au large seront eux aussi affectés. Mais Trump ne l'entend pas de cette oreille parce que je pense que dans le cas du Venezuela comme dans le cas de l'Iran, il souhaite la chute du régime avant les élections. Il souhaite pouvoir arriver aux élections en pouvant dire qu'il a obtenu la chute d'un de ces régimes honnis. Et donc il maintient contre tout avis médical, contre tout avis sanitaire, les sanctions contre l'Iran, contre les Vénézuéliens, ce qui bien sûr n'aide pas, même si une fois encore ces pays ont des lourdes responsabilités dans la gestion de cette crise, dans la gestion de leurs avoirs, dans la gestion de leur économie, mais les sanctions américaines à l'égard de ces pays n'aident pas en période de crise de coronavirus, cela vient aggraver le mal. Enfin, une question sur le fait de savoir si une Europe progressiste pourrait faire front à la fois contre la Chine et les États-Unis, c'est bien l'enjeu. Est-ce que l'on va bâtir une autonomie stratégique européenne qui nous permette non pas de rompre l'alliance avec les États-Unis, mais du moins de lui résister lorsque nous ne sommes pas d'accord. Et avec un Trump comme président, il y a des raisons d'être en désaccord. Et une fois encore, il n'est pas du tout sûr qu'il ne soit pas réélu en novembre. Et donc là, il faudrait se préparer quand même finalement à une épreuve de vérité dans les relations avec les États-Unis. Mais même si Biden est élu,
les choses seront plus faciles, mais il y a vraiment des moments où l'Europe doit faire valoir son point de vue et ne pas se contenter de suivre les États-Unis. Elle doit le faire également à l'égard de la Chine. On ne doit pas avoir de complaisance à l'égard de la Chine, mais on peut avoir des intérêts à traiter avec elle, mais le faire en faisant valoir un rapport de force. Finalement, c'est un rapport de force qu'il faut établir avec la Chine, et on le fera d'autant plus que l'on est unis et qu'on pèse d'un poids plus grand et qu'on est finalement qu'on fait jouer cette autonomie stratégique européenne. Donc l'intérêt de l'Europe, c'est d'être elle-même. C'est d'être elle-même et de ne pas dépendre pour son futur, pour avoir pour seul rôle ou ambition d'être le partenaire junior de Pékin ou de Washington. Merci Pascal Boniface. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Institut de l'IRIS, de l'Institut des Relations Internationales. Alors, un petit tour du monde du confinement. La moitié de la population mondiale reste confinée selon l'AFP. L'Allemagne, relativement peu touchée par rapport aux autres pays comparables en termes de population, annonce un allègement de ces mesures coercitives qui varient d'une région à l'autre. Mais le président de l'Académie des sciences, Léopoldina, a toutefois déjà averti que les stades et les salles de concert pourraient, dans le pire des scénarios, rester vides pendant 18 mois. Le Danemark a réouvert ses crèches et écoles maternelles et primaires. Et puis, à l'arrêt depuis plus d'un mois, l'Italie a autorisé des réouvertures localisées et très limitées dans certains commerces. Mais de nombreuses régions ont pris des arrêtés prolongeant la fermeture des librairies, notamment les villes de Rome, Turin, Naples et Milan. Et puis, c'est parce que ce sont des régions qui représentent plus de 40% de la population. En Autriche, ce sont les parcs et les petits commerces qui ont rouvert. Les clients font la queue à l'extérieur des magasins, à bonne distance des uns des autres. En Espagne, une partie des travailleurs ont repris le chemin des usines et des chantiers après 2 semaines d'arrêt quasi totale de l'économie, ce qui avait été limité aux secteurs essentiels. La République tchèque a présenté un plan de déconfinement progressif qui a démarré le 20 avril. En Inde, le Premier ministre Modi a annoncé mardi la prolongation au moins jusqu'au 3 mai du confinement de 1,3 milliard d'habitants, le contingent national le plus important de la planète. Aux États-Unis, pour essayer de limiter la casse, l'administration Trump et les compagnies aériennes américaines ont conclu un accord de principe sur un plan de sauvetage destiné à éviter leur faillite et des cascades de licenciements. Après l'Union africaine, l'Union africaine, le Nigeria est monté au créneau mardi dernier pour dénoncer des discriminations inacceptables à l'égard de ses ressortissants en Chine à la suite de découvertes de cas positifs au Covid, alimentant donc une politique embarrassante pour Pékin en pleine offensive de charme sur le continent. Plusieurs États, dont celui de la capitale économique Lagos, ont adopté des mesures de confinement très strictes qui empêchent toute activité économique non essentielle. Résultat, un surcroît de criminalité et de peur. On demande son avis tout de suite à Pascal Boniface, notre expert en relations internationales. Merkel a déclaré que l'Union européenne est confrontée à la plus grave crise de son histoire. Pourtant, elle refuse de créer ce qu'on appelle des Corona Bonds, chose qui est réclamée par la France, l'Italie, l'Espagne et plusieurs autres pays, pour que la crise économique qui est venue se greffer sur la crise sanitaire soit la moins douloureuse possible. C'est vrai que Mme Merkel, comme chancelière allemande, a moins de marge de manœuvre qu'un président français, que le Parlement allemand est beaucoup plus puissant et que, étant en plus à la tête d'un gouvernement de coalition, elle a moins les mains libres qu'un président de la République. Mais il y a d'autres problèmes. Émettre des Corona Bonds pourrait permettre de faire des emprunts au nom de l'Union européenne et non pas au nom de chaque État. Or, pour l'instant, la situation est très différente entre l'Italie, par exemple, qui emprunte à un taux de 2,4%, et l'Allemagne, qui emprunte à un taux négatif de moins 0,4%. Cette mutualisation satisferait et profiterait aux pays les plus fragiles et les pays les plus solides et signes qui n'en ont pas besoin. Il y a cette vieille crainte de l'Allemagne de devoir payer pour les pays un peu cigales, alors que les pays frugaux, elles, mais aussi les Pays-Bas qui sont en tête de ce refus, l'Autriche, ne veulent pas être pris dans cela. On avait déjà eu ce problème lors de la crise de l'euro. Cette position allemande, qui est une position idéologique, est déjà, disons, discutable en temps normal, même si effectivement l'Allemagne est plus vertueuse que d'autres pays, qu'elle s'est moins endettée, mais en temps de crise, elle est difficilement compréhensible au nom même de la solidarité entre pays européens.
En acceptant d'émettre les Corona Bonds, Mme Merkel aurait brisé un tabou allemand. Elle aurait été à l'encontre de la position traditionnelle de son pays, mais du coup, elle serait rentrée dans l'histoire en prenant un véritable leadership européen et en faisant passer les intérêts de l'Union européenne avant les intérêts égoïstes de chaque État, parce que, au bout du compte, quand même, l'Allemagne a besoin de l'Europe. L'Allemagne aura du mal à se relever si ses partenaires européens sont à genoux. Et cette vieille conception que l'Allemagne est vertueuse et qu'il ne faut pas encourager le vice en aidant les pays du Club Med, etc., est un peu trop ancrée dans les esprits allemands et surtout ne correspond pas à l'urgence de l'époque. Irrémédiablement risque de ressurgir le débat, est-ce que nous avons une Allemagne européenne ou une Europe allemande ? Alors bien sûr, l'Allemagne fait preuve de solidarité sur de nombreux points médicaux, etc. Mais c'est bien ce tabou des Corona Bonds sur lequel elle est butée. Elle se heurte. Et c'est là qu'un pas historique aurait pu être franchi. L'Europe a besoin d'une Allemagne forte. Elle se pèsera plus par rapport à la Chine, aux États-Unis, avec une Allemagne puissante. Et la France a besoin d'un partenaire allemand qui soit fort, qui ne soit plus inhibé au niveau international, qui puisse exercer sa puissance. Mais il faut encore que cette puissance soit mise au service de l'intérêt général, de l'intérêt collectif européen, et pas au service des seuls intérêts nationaux allemands. En 2003, Gerhard Schröder avait refusé la guerre d'Irak. Et le soutien que Gerhard Schröder avait donné à la position française avait permis à la France d'être beaucoup plus solide par rapport aux pressions américaines. Donc on voit que lorsque l'Allemagne est puissante et qu'elle met cette puissance au service de l'intérêt collectif, tout ceci est utile. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce que nous voyons, c'est une Allemagne qui est assez forte pour imposer sa volonté aux pays européens, mais qui n'ose pas se révolter contre les États-Unis, et qui finalement, tout en maugréant, accepte de nombreux oukases et de nombreux diktats américains par peur de voir ses exportations automobiles être mises en danger aux États-Unis. Elle a refusé la taxe sur les GAFA, elle se montre plus timide sur de nombreux dossiers et l'Allemagne hésite à sauter le pas vers l'autonomie stratégique européenne, alors que l'on voit bien qu'on n'a plus réellement de partenaire américain avec Donald Trump. Donc oui, nous avons besoin d'une Allemagne forte, mais d'une Allemagne qui soit réellement européenne. Et si c'est pour avoir une Allemagne qui essaye finalement de mettre au pas l'Europe, eh bien cela est moins utile. Une fois encore, il ne faut pas qu'il puisse y avoir un débat sur va-t-on vers une Allemagne européenne ou vers une Europe allemande. C'est ce débat que Kohl et Mitterrand avaient réussi à éviter en 90-91 lors de leur réunification. Mais là, l'attitude de Mme Merkel laisse à craindre que l'on puisse rouvrir le dossier. On peut se demander d'ailleurs si Mme Merkel, comme Gerhard Schröder, aurait pris parti contre la guerre d'Irak en 2003. C'est une question qui est ouverte et qui est importante. Merci beaucoup Pascal Boniface. Grâce à vous, on comprend mieux les Corona Bonds, les discussions entre Européens et si l'Allemagne est européenne ou si l'Europe va devenir allemande. Alors, autre information du jour, eh bien 25 pays au monde, dont 19 en Afrique, bénéficient d'un allègement immédiat de la dette pour les aider à faire face au Covid-19, a annoncé le Fonds monétaire international. Nos pays membres les plus pauvres et les plus vulnérables recevront ainsi des dons qui couvriront leurs obligations envers le FMI pour une phase initiale de 6 mois, ce qui leur permettra de consacrer une plus grande partie de leurs faibles ressources financières aux soins médicaux et aux efforts de secours d'urgence vitale, a déclaré la directrice générale Kristina Georgieva. Alors il s'agit des pays comme l'Afghanistan, le Bénin, le Burkina Faso, les Comores, la Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, l'Haïti, les îles Solomon, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Népal, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, le Rwanda, Sao Tomé et Principe, la Sierra Leone, le Tadjikistan, le Tchad, le Togo et le Yémen. Alors, y a-t-il des valeurs occidentales? Est-ce que cela renforce notre impact, notre soutien envers les pays africains, notre influence en fait dans le monde, à la fois pour la France et pour l'Europe? Voici l'avis de Pascal Boniface. Bonjour. On évoque souvent les valeurs communes occidentales. Il est vrai que l'Amérique et les pays européens sont unis pour la démocratie, pour la liberté de conscience, pour la promotion et la défense des libertés individuelles et des libertés publiques. Mais il y a des choses sur lesquelles il y a des différences entre les pays européens et les États-Unis.
Le premier, c'est sur l'État-providence. Les États-Unis n'y croient pas trop. Les pays européens en ont fait un élément fondateur de leur reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, même s'il a été remis en cause pour des questions budgétaires récemment. La crise du Covid-19 le remet au premier plan. L'État-providence, il a son avantage. Et puis, la seconde et très grande différence entre les États-Unis et les pays de l'Union européenne, c'est le multilatéralisme. Le multilatéralisme fait partie de l'ADN des pays européens. Les États-Unis n'y croient pas trop. Alors il y a bien sûr des hauts et des bas, il y a des présidents qui sont moins unilatéralistes que d'autres. Et Donald Trump, dans la période récente, depuis qu'il est élu, a poussé l'unilatéralisme américain à son paroxysme. Récemment encore, il vient de faire une intervention pour critiquer, en pleine crise du Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé. Alors on peut peut-être critiquer cette organisation, il y a peut-être des choses à améliorer, mais dans ce cas-là, il faut le faire à l'intérieur. Non, la solution que propose Trump, c'est de retirer les crédits à l'OMS, alors que son importance est plus grande que jamais et plus urgente que jamais. On voit bien en fait que c'est une attaque en règle de la part de Donald Trump de toutes les institutions internationales et de le multilatéralisme. Il l'a fait avec l'UNESCO, il veut attaquer l'ONU, il veut attaquer l'OMC, etc. Et finalement, le Covid-19 lui donne un argument supplémentaire. Sauf que on peut se demander si en pleine crise sanitaire, il est vraiment intéressant et sage de se poser d'aussi graves questions sur l'Organisation internationale de la santé. Si Trump s'en dégageait complètement, il ne ferait qu'ouvrir une voie encore plus importante au sein de cette organisation à la Chine, et puis surtout il enverrait un signal au reste du monde extrêmement négatif. Un second mandat de Trump serait un coup terrible pour le système international. À l'inverse, les pays de l'Union européenne ont décidé d'accorder une aide de 15 milliards de dollars, principalement aux pays africains, justement pour les aider à faire face à cette crise sanitaire. Alors, certaines voix vont s'élever, comme toujours, pour dire est-ce qu'il n'y a pas plus urgent à faire? Est-ce que nous n'avons pas nous-mêmes des besoins importants? Nos hôpitaux sont pleins à craquer, on a du mal à avoir des masques pour le personnel soignant, sans parler de la population. Donc, est-ce qu'il est vraiment intelligent d'aller aider les pays africains alors que le feu est chez nous? Oui, il est intelligent de le faire, et en fait, cette générosité correspond à notre intérêt. Et il faut parler d'intérêt, nous avons intérêt à aider l'Afrique. L'intérêt, ce n'est pas un mot tabou. On le met jamais en avant, mais il faut le mettre en avant parce qu'il existe, et que finalement, il est légitime que les gouvernements défendent leur intérêt. Nous avons intérêt à aider les pays africains pour deux raisons. La première, c'est pour des raisons sanitaires. Si nous ne voulons pas que, une fois qu'on ait réussi à éradiquer le coronavirus, il revienne, eh bien, il est vraiment urgent d'aider l'Afrique également à lutter contre. Parce que si on sortait de cette crise que l'Afrique y était encore plongée, on y serait plongé nous-mêmes très rapidement. Et puis, la seconde raison, elle est géopolitique. On voit que la Chine déploie des efforts très grands, monumentaux, gigantesques, de communication aussi pour aider les pays africains. Les États-Unis sont aux abonnés absents, l'Europe doit être là pour ne pas laisser le monopole à la Chine. Et donc si l'on veut contrer l'influence chinoise, si on ne veut pas laisser finalement le monopole de l'influence par rapport à la crise sanitaire à la Chine, eh bien il faut nous-mêmes agir. Et en fait, en agissant ainsi, en aidant les pays africains, les pays de l'Union européenne ont une stratégie finalement de contrer l'influence chinoise bien plus efficace que ne le font les Américains derrière Donald Trump. Oui, il faut l'admettre, cette générosité européenne, elle est intéressée. Et c'est justement en étant généreux que l'on défend mieux nos intérêts que ne le font les États-Unis en étant égoïstes. Et parfois, la générosité est plus intelligente que l'égoïsme, elle vient défendre mieux les intérêts. Donald Trump a une conception extrêmement étroite des intérêts américains. Je ne suis pas certain qu'elle corresponde à l'état du monde, et je ne suis pas certain qu'agissant ainsi, il va rendre plus grand les États-Unis comme il l'avait proclamé au moment des élections. Alors que l'Europe, en assumant ses responsabilités, eh bien, va conforter son image et va effectivement pouvoir développer son influence auprès des pays africains. Voilà, merci beaucoup Pascal Boniface. Grâce à vous, on comprend mieux toutes ces relations internationales. Et je vous propose tout de suite notre première pause musicale, avec, puisque c'est la fin des infos, avec Florent Pagny, Pascal Obispo et Marc Lavoine pour la création de la musique qu'ils ont fait, de la chanson qu'ils ont fait pour les gens du secours. C'est parti.
Ah bon, alors dès que je laisse combien de temps? N'importe quel jour, à n'importe quelle heure, que battent les cœurs. Pour les gens du secours, ceux qui lancent les ambulances, refusant de croire fatalité. Je baisse doucement et je mets la... Une chanson d'amour pour les gens du secours. Après, vous me direz d'arrêter entre les 12. Vous m'avez dit ici qu'on la coupe un peu avant. Une chanson d'amour. Pour les gens du secours, infirmiers de la terre, tous les maillons de la chaîne humanitaire, gardiens de la lumière. Pour les gens du secours, quelques mots dans les airs. Pour un nouveau printemps, un autre avenir, quelques mots pour vous dire une chanson d'amour. Pour les gens du secours, pour les gens du secours, une chanson d'amour. Un jour se prendre dans les bras, de main à main, dans la main. Laurence Ruiz, bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous au bar de l'économie pour IDFM, la radio d'Île-de-France. Alors donc vous êtes cofondatrice et associée d'Orbis, un cabinet d'experts comptables installé aux États-Unis. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Vous l'avez créé donc. D'autres objectifs. Vous l'avez créé ce cabinet il y a donc moins de 2 ans puisque c'était en 2019. Donc vous êtes 4 associés. Est-ce que c'est bien ça, Laurence Ruiz? Oui, tout à fait. 4 associés. 4 associés français. Et pourquoi est-ce que vous avez créé ce cabinet aux États-Unis? Quel était l'objectif? Alors, nous étions tous basés aux États-Unis. Nous sommes tous là depuis entre maintenant 7 et 10 ans. Donc, l'objectif, en fait, c'était d'être sur notre expérience française, de pouvoir aider les entreprises françaises à venir s'installer sur le territoire américain. Donc en fait, vous aidez des groupes ou aussi des sociétés qui veulent s'installer en partant de zéro? Quel est votre type de clientèle? Alors, nos clients à nous, ce sont principalement, quasiment exclusivement, des groupes de sociétés. Donc, ça veut dire que c'est une société qui a une maison mère en France, entre 20 et 50 salariés, et qui souhaite développer son business sur le territoire américain par la création d'une filiale américaine. Alors, donc, les règles comptables et fiscales américaines ne sont pas du tout les mêmes que les français, c'est bien ça? Non, alors les règles fiscales sont très différentes puisqu'on a 3 niveaux de fiscalité aux États-Unis, un niveau fédéral, un niveau étatique et un niveau au niveau de la ville, ce qui n'est pas du tout applicable en France. Donc les règles fiscales sont très différentes aux États-Unis. Les règles comptables aussi, mais elles sont beaucoup plus souples. Et ça nous permet en fait d'appliquer, par exemple, le plan comptable français à la filiale américaine, ce qui nous permet de faire des états de consolidation beaucoup plus simples parce qu'on utilise le plan comptable du groupe aux États-Unis. Je reviens sur ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il y a 3 niveaux de fiscalité, fédérale, étatique et gouvernementale, ou de la ville même. Et la ville. Voilà. Est-ce que quand on change d'un État ou à un autre, il y a aussi des différences entre les États ou pas? Ah, et oui, c'est ce qui rend en fait la fiscalité américaine très compliquée. C'est qu'en fait, chaque État est souverain dans sa fiscalité et il peut y avoir des règles
avec le client sur où est-ce qu'on fait du business. Donc peu importe où la société est implantée au départ, en général c'est des sociétés qui sont créées dans le Delaware. Et après, en fait, il faut savoir où est-ce que la société fait du business aux États-Unis et dans quel État. Et en fait, c'est la présence physique dans un État qui va déterminer la fiscalité et l'impact fiscal sur la société. Alors en plus, Laurence Ruiz, donc vous êtes 4 Français, vous avez dit vous êtes installés, donc vous avez créé ce cabinet en 2019. Est-ce que vous avez dû passer des diplômes américains également? Alors oui, 2 de mes associés, donc Johan, qui est basé à Atlanta en Géorgie, et ski américain également, et Marc Prost, qui est basé à DC aussi, ski américain. Donc en fait, pour faire des audits sur le territoire américain, sous le label ICPA, qui pourrait correspondre grosso modo à notre commissariat aux comptes, et pour être vraiment reconnu en tant que fiscaliste sur le territoire américain, cette casquette était importante. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux entreprises françaises, même si en temps de confinement, vous l'êtes aussi, j'imagine, même si nous, on est confinés et que beaucoup d'entreprises ne peuvent pas beaucoup bien travailler en ce moment, quels sont les conseils de base que vous pouvez donner à une entreprise française pour exporter aux États-Unis et pour s'installer, bien sûr? Alors, on a vraiment coutume de dire que le vrai frein aujourd'hui aux États-Unis, enfin, le vrai frein que l'on rencontre quand on est français qui veut s'installer aux États-Unis, c'est la différence de culture. On a souvent, moi je répète souvent qu'elle est d'autant plus violente qu'elle ne se voit pas. On ne va pas en Chine, on ne va pas au Japon sans se faire aider. La différence de culture, elle est vraiment présente quand on parle des pays asiatiques. Pour venir aux États-Unis, on parle tous plus ou moins anglais. On se dit que on n'a vraiment pas l'impression qu'il y ait une grosse différence de culture entre nous et les Américains. Oui, et ça, c'est un vrai fossé. On ne fait pas du business aux États-Unis comme on le fait en France. On ne gère pas les équipes de la même façon. Donc la différence de culture, c'est vraiment fondamental. Et le deuxième point, c'est le budget. Il faut prévoir, on sait que grosso modo, pour une entreprise française, il faut à peu près 18 mois pour signer son premier contrat. Ça veut dire que les 18 premiers mois, ce ne sont que des dépenses, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Donc il faut vraiment avoir bien prévu son budget, bien prévu son forecast de trésorerie et être prêt à accumuler les dépenses avant d'avoir un vrai retour sur investissement. Donc ça c'est très important, Laurence Ruiz, ce que vous dites. Je rappelle que notre conversation, on s'appelle « Vous m'appelez des États-Unis ». Et donc, ce que vous dites, c'est qu'il faut 18 mois minimum pour s'installer aux États-Unis, pour se faire connaître. Un minima, c'est bien ça? Oui, alors c'est une moyenne, hein, évidemment. Il y en a qui viennent, qui ont déjà du business, ça va beaucoup plus vite. Mais en moyenne, nos clients, alors, ils ne croient pas au départ, mais ils sont très surpris. Souvent, les premières embauches ne sont pas les bonnes, on s'est un peu trompé de personne. Les Américains se vendent très bien en entretien d'embauche, qui peut être très différent de nous, Français, dans notre culture. Donc, on a souvent l'impression d'avoir affaire à la plus belle perle qu'on vient d'embaucher, et puis ça arrive très souvent qu'on déchante et puis il faut se faire connaître, il faut avoir des références, il faut connaître nos clients, il faut adapter le marketing, il faut adapter le produit. En fait, on a souvent le sentiment d'être prêt, et puis quand on se confronte aux premiers prospects, aux premiers clients potentiels, et ben c'est pas aussi vrai que ça, et puis on perd du temps, et puis oui, souvent, on sait que grosso modo, il faut 18 mois pour signer son premier contrat, donc ça demande des investissements qui sont vraiment très importants. Qu'est-ce que c'est pour vous un investissement très important de base? Quel minimum faut-il prévoir? Alors, tout dépend de la taille de l'équipe qu'on veut mettre en place dès le départ sur le territoire américain. Mais si on parle d'envoyer un expatrié français pour quand même que la culture française soit représentée sur le territoire américain, et qu'on complète cet expatrié par 1 ou 2 commerciaux américains qui eux connaissent le marché, c'est-à-dire une équipe de 3 personnes, alors il faut bien compter un petit million, 1,5 million de dollars d'investissement. Rajouter à ça peut-être un lease, des locaux,
des investissements marketing, des investissements dans des foires, dans des salons. Oui, tout ça peut monter, on voit facilement 1 million, 1,5 million, 2 millions, sans avoir de rentrée. Et ça peut être beaucoup plus si, évidemment, il y a un besoin de production sur le territoire américain, il y a un besoin d'équipes plus importantes. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour tous ces renseignements, Laurence Ruiz. On a un petit peu l'impression, vu d'ici, vu de la France, que lorsqu'on est une start-up, on peut plus facilement s'installer. On a, jusqu'à présent, on verra après après le coronavirus, mais qu'on a plus facilement la possibilité de se faire financer. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que vous aidez également les start-up à s'installer? Alors oui, c'est vraiment notre cœur de métier. On a une vraie spécialité start-up puisque Johan, mon associé, connaît très bien la fiscalité des plus-values, qu'elles soient faites sur le territoire américain ou qu'elles soient faites par un fondateur qui est resté en France. Donc vraiment, les start-up, c'est notre cœur de métier. Souvent, elles ont levé des fonds en France, en série A ou en série B. Donc elles arrivent avec un matelas sur le compte bancaire qui leur permet d'amortir justement ces 18 mois où il faut finaliser le produit et trouver ses premiers clients et bien connaître son marché. Donc oui, on intervient beaucoup des startups. Évidemment, les possibilités de levée de fonds sont aussi intéressantes ici, et c'est surtout les rachats et les exits qui sont très intéressants aux États-Unis. On a déjà quelques belles références qui ont été rachetées, ne serait-ce que par Google ou par des très belles sociétés américaines. Donc à la fois les levées de fonds et les sorties sont intéressantes sur le territoire américain. Oui. Alors vous avez prononcé le mot exit, je suppose que ça veut dire la revente, c'était ça? Oui, tout à fait. Oui. On est bien d'accord. Alors dites-moi, Laurence Ruiz, autre question. Merci en tout cas pour toutes ces précisions pour les entreprises françaises qui voudraient exporter ou s'installer aux États-Unis. Comment vit-on, comment vivez-vous en ce moment avec ce fameux virus aux États-Unis, puisqu'on entend un petit peu tout? Alors, moi je suis basée à New York. Donc nous sommes confinés, on est confinés depuis le 12 ou 13 mars, donc ça va faire un peu plus d'1 mois. Et ben, je pense on n'est pas aussi, il n'y a pas autant d'interdictions qu'en France. Nous avons toujours le droit de sortir sans attestation. Nous n'avons pas le droit de nous regrouper à Central Park. Et nous avons, en tout cas, il est conseillé de ne pas sortir. Et c'est vrai qu'en ce moment, à New York, c'est particulièrement la crise, c'est la crise sanitaire. On a transformé Central Park en hôpital, c'est la catastrophe. Et j'avoue que j'ai lu un article hier sur la vie qui ne dort jamais, s'est enfin endormie. Je crois que c'est très vrai, il n'y a aucun bruit à New York aujourd'hui à part les bruits d'ambulance, ce qui est complètement inenvisageable il y a 1 mois et complètement surprenant. Est-ce qu'aux États-Unis, on murmure également ce qui se dit en France, que ce virus serait une création finalement d'un laboratoire basé à Wuhan, ou est-ce qu'on n'en parle pas du tout chez vous? Si, on en parle. Je lisais justement ce matin des commentaires sur le post de la Maison Blanche de Facebook. Je crois que c'est ressorti encore hier soir. En tout cas, certains Américains le croient. Après, bon voilà, quelle est la vérité dans tout ça? Je ne sais pas si on le saura. Si c'est vrai, si c'est vrai, qu'on le saura un jour, c'est la grande question. Alors, Laurence Ruiz, donc au niveau des aides américaines pour les entreprises françaises, comment ça se passe avec l'impact de ce virus? Est-ce que le gouvernement américain aide également? Alors oui, nous avons été très surpris. Nous avons reçu beaucoup d'appels les quelques jours qui ont suivi l'annonce du confinement de Français, surtout suite à l'annonce du président Macron qui a annoncé des aides en France et un chômage partiel. Beaucoup de nos clients nous ont appelés en disant « Et en fait, aux États-Unis, on a quoi ?» Donc au départ, on n'avait pas grand-chose. Le chômage partiel aux États-Unis, c'est le chômage, point. Donc, si vous voulez plus vos salariés, vous les licenciez. Il n'y avait pas cette possibilité de prise en charge. Et puis finalement, le gouvernement fédéral a sorti une aide qui est très intéressante, qui s'appelle le Paycheck Protection Program, qui permettait en fait aux entreprises de bénéficier de 2,5 fois le montant de leur paye mensuelle.
Donc ça veut dire que si vous aviez un paye mensuel à $10 000, le gouvernement fédéral vous permettait d'avoir un emprunt de $25 000. Et cet emprunt se transformait en subvention si vous ne licenciez pas, grosso modo, les personnes pendant 8 semaines à la suite de cette réception de fonds. Donc tout le monde était très intéressé par cette aide. Beaucoup de dossiers et d'applications ont été faits. Mais il se trouve que pour l'instant, personne n'a touché d'argent de cette aide, puisque les fonds ont été complètement, sont finis. Il n'y a plus de fonds disponibles. On est arrivé au maximum. Je crois que le projet était de $325 milliards. Tout a été a priori distribué, mais nous ne savons pas à qui, puisque nous n'avons aucun client qui a touché cet argent aujourd'hui, et nous ne savons pas si nous allons avoir s'il va y avoir une enveloppe supplémentaire pour ça. Et ça, c'est valable pour toutes les entreprises étrangères, ou bien vous pensez qu'ils ont... Alors même les américaines, même les américaines, donc en fait le principe des aides a été fait à travers les banques, donc il y a encore des choses qui se disent sur les banques ont favorisé leurs meilleurs clients et ont donné ces emprunts à leurs meilleurs clients avant de gérer le premier applicant, premier servi, comme ça devait être la règle. Mais pour l'instant, personne n'a vu ces aides. En tout cas, j'ai passé une quarantaine de coups de fil à des sociétés françaises hier, personne n'avait touché des aides encore, et pour l'instant les fonds sont épuisés. Donc ces grandes annonces d'aide ont mis le sourire à tout le monde en disant bon c'est bon, on a au moins 2,5 fois le montant de salaires qui sont payés pour les 8 prochaines semaines, qui était très très bien. Et puis finalement ça risque d'être la douche froide pour beaucoup s'il n'y a pas de rallonge sur ces budgets-là. Est-ce que le président de la Banque centrale américaine n'a pas annoncé donc disons, de remettre l'usine à fabriquer des billets en route pour justement avoir du cash? Alors là, apparemment, c'est le gouvernement fédéral, donc ce serait au président Trump qui a redemandé un budget supplémentaire qui semblerait être bloqué par les démocrates pour des raisons que j'ai pas encore complètement identifiées. Mais il y a de grandes chances quand même qu'ils remettent, parce que ça risque de grincer des dents à partir de ce matin quand les gens vont se réveiller, parce que très clairement tout le monde va prendre conscience qu'il n'y aura pas d'aide, donc ça peut être catastrophique pour les entreprises, mais c'est catastrophique pour les restaurants, pour les magasins de vêtements, pour tous ceux qui ont complètement fermé à New York, ne serait-ce qu'à New York depuis 1 mois et demi, et qui n'ont absolument pas de recettes. Donc attendons, on espère qu'il y ait un nouveau volant financier qui permette de satisfaire au moins à minima ce que ces aides auraient pu apporter. Bien sûr. Écoutez, Laurence Ruiz, je propose que vous nous rappeliez dès que vous en saurez plus, savoir si donc, les banques américaines vont finalement faire ce qui a été annoncé par le président, si elles vont aider ou pas. On aimerait bien en savoir un petit peu plus d'ici quelques semaines. Le temps que ça se décide et que ça se décante. Merci en tout cas. Donc c'est pas si facile que ça, ce qui veut dire qu'il risque d'y avoir encore plus d'Américains au chômage. Ah oui, là, très clairement, puisque les sociétés attendaient ces aides pour justement garder leurs salariés et ne pas les licencier, ce qui est très facile aux États-Unis puisque ça peut être fait dans l'heure. On a des contrats qui n'ont pas de préavis. Et du coup, ils attendaient ces aides le plus possible. Là, sans l'arrivée de tout cet argent et sur les comptes bancaires, ça risque de remettre une remontée du chômage dans les 2 prochaines semaines, ça, certainement. Combien y a-t-il actuellement de chômeurs aux États-Unis? Est-ce que vous avez une idée en fait? Je crois qu'ils ont annoncé hier 30 millions, non? Je vais peut-être dire une bêtise, donc je préfère ne pas donner de chiffres, mais je sais que la première semaine on était à 4, je crois qu'hier les chiffres étaient aux alentours de 30 millions, mais oui, mais là en plus de ça, il n'y a pas de préavis, hein, donc on peut décider cet après-midi, moi je peux décider de licencier tous les salariés, évidemment nous ne le ferons pas, mais on peut décider de se dire bon là on n'a pas d'aide finalement, et donc ça risque vraiment, comme il n'y a pas de préavis, ça va très vite, donc, et on peut réembaucher avec la même facilité aussi, donc dès que ça repart, ça va repartir dans l'autre côté, dans l'autre sens. Merci beaucoup Laurence Ruiz pour ces précisions sur les aides américaines qui finalement ne sont pas donc au rendez-vous, on a bien compris. Donc on peut dire qu'on a beaucoup de chance en France, car au contraire le gouvernement a débloqué
débloquer encore plus d'argent que prévu au départ. C'est l'inverse. Une minute. En ces temps confinés, on s'est posé un peu. Dans des courses effrénées, on a ouvert les yeux. Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois. Se remettre à penser, même si c'est pas par choix. Alors entre les cris d'enfants et le travail scolaire, entre les masques et les gants, entre peur et colère, voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion, en ces temps confinés, on se pose des questions. Et si ce virus avait beaucoup d'autres vertus que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables, s'il essayait aussi de nous rendre la vue sur nos modes de vie devenus préjudiciables, si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi, on laisse enfin la terre récupérer ce qu'on lui a pris. Samira Chaka Fandaloussi, bonjour. Merci d'être encore avec nous aujourd'hui, mercredi, en direct pour cette lecture du jour, sachant qu'on garde notre rythme. Mercredi, c'est le jour des enfants. Alors, quel livre avez-vous choisi? Bonjour Florence. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un livre que l'on peut lire à partir de 10 ans, qui a d'ailleurs reçu le grand prix, le journal de Mickey des lecteurs. Il s'appelle Wonder, de R.J. Palacio. R.J. Palacio est une femme qui est graphiste le jour et écrivain la nuit, et qui habite à New York. Son livre, du coup, a été traduit de l'anglais par Juliette Lee pour les lecteurs français, et il a même été adapté au cinéma. Il a eu beaucoup de succès au cinéma. Alors, c'est un roman qui parle du destin peu ordinaire d'Auguste Pullman, qui est un enfant différent. Alors, il dit « Je m'appelle Auguste, je ne me décrirai pas. Quoi que vous imaginiez, c'est sans doute pire. » En fait, il est né avec une malformation faciale, Auguste. Il a 10 ans et il n'est jamais allé à l'école. Et en fait, l'histoire commence le jour où, pour la première fois, ses parents l'envoient au collège. Donc 58, vous la question est, pourra-t-il convaincre les élèves qu'il est et je lance... C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet contemporain, c'est le regard des autres sur soi, et puis c'est surtout le regard des enfants, qui peut parfois être cruel. Un sujet intemporel. Samira, on vous écoute. Pourquoi je n'allais pas à l'école? La semaine prochaine, j'entre en 6e. Comme je ne suis jamais allée à l'école, j'ai drôlement peur. Les gens pensent que c'est à cause de mon apparence, mais ce n'est pas ça. C'est la faute de toutes mes opérations. 27 depuis ma naissance. Les plus grosses, c'était avant mes 4 ans, alors celles-là, je ne me les rappelle pas. Ensuite, j'en ai subi 2 ou 3 par an, des grandes et des petites. Et parce que je suis petit pour mon âge et que je suis une énigme médicale pour les docteurs, du coup, j'étais tout le temps malade. Donc, mes parents ont décidé que c'était mieux si je n'allais pas à l'école. Mais maintenant, je suis beaucoup plus solide. Ma dernière opération remonte à 8 mois, et avec un peu de chance, je n'en aurai pas d'autres avant 2 ou 3 ans. Maman m'a fait l'école à la maison. Avant, elle était illustratrice de livres pour enfants. Elle dessine très bien les fées et les sirènes. Mais ses dessins pour garçons, c'est vraiment pas génial. Un jour, elle m'a fait un Dark Vador, on aurait dit un robot champignon trop bizarre. Elle ne dessine plus d'ailleurs, ça nous prend tout son temps de s'occuper de Via et de moi, Via ma sœur. Dire que j'ai toujours voulu à l'école, ce serait mentir. Si j'aurais bien voulu y aller, mais à condition de ressembler aux autres élèves, avoir plein d'amis, jouer après les cours et tout ça. J'ai quelques bons copains, Christopher est mon meilleur ami, suivi de Zachary et d'Alex. On se connaît depuis qu'on est petit. Et comme ils m'ont toujours vu comme ça, ils ont l'habitude. On jouait tout le temps ensemble, puis Christopher a déménagé à Bridgeport, dans le Connecticut. C'est à plus d'1 heure de voiture de là où j'habite. La pointe nord de Manhattan à New York. Ensuite, Zachary et Alex ont commencé à l'école. C'est rigolo. Même si Christopher vit loin de chez moi, je le vois quand même plus que Zachary et Alex. Ils ont tous de nouveaux amis maintenant. N'empêche, chaque fois que je les rencontre par hasard dans la rue, ils sont sympas avec moi et me disent bonjour. J'ai d'autres amis, mais pas d'aussi bons que Christopher, Zach et Alex. Par exemple, Zach et Alex m'invitaient à leur fête d'anniversaire quand nous étions petits. Joël, Imon et Gabe, jamais. Emma m'a invitée une fois, mais je ne l'ai jamais revue depuis longtemps. Et bien sûr, je vais toujours à l'anniversaire de Christopher, mais peut-être que j'exagère et que les anniversaires, ça compte pas tellement. Alors comment je suis venue au monde? J'aime bien quand maman me raconte cette histoire, elle me fait tellement rire. C'est pas drôle comme une blague, mais à la façon que maman a de la raconter, Via et moi, à chaque fois, on est pliés en deux. Voilà.
Quand j'étais dans le ventre de maman, personne ne se doutait de quoi j'aurais l'air. Maman avait eu Via 4 ans plus tôt et ça s'était passé, entre parenthèses, comme sur des roulettes. C'est les mots de maman. Il n'y avait aucune raison de faire des tests particuliers. 2 mois environ avant ma naissance, les médecins se sont aperçus d'un truc qui n'allait pas dans mon visage, mais ils pensaient que ce n'était pas grave. Ils ont annoncé à papa et maman que j'avais le palais fendu et d'autres ennuis du même style. Des petites anomalies, disait-il. 2 infirmières étaient présentes dans la salle d'accouchement la nuit où je suis née. La première était très gentille et douce, l'autre, raconte maman, n'était pas vraiment gentille, ni douce non plus. Ses bras étaient très gros et elle n'arrêtait pas de péter. Genre, elle apportait à maman de la glace qu'il a sucée et elle pétait. Elle venait prendre l'attention de maman et elle pétait. Le plus incroyable, c'est que pas une fois elle n'a dit pardon. En plus, comme le docteur habituel de maman n'était pas de garde ce soir-là, elle s'est retrouvée coincée avec un tout jeune médecin désagréable qu'elle et papa ont surnommé Dr House en référence à une série télé ou je ne sais quoi. Bien sûr, il ne l'appelait pas comme ça devant lui. Maman raconte que même si tout le monde dans la salle était plutôt de mauvaise humeur, papa a quand même réussi à la faire rire tout le temps. Quand je suis sortie du ventre de maman, il y a eu un profond silence. Maman n'a pas pu me regarder parce que la gentille infirmière m'a tout de suite emportée en dehors de la salle. Papa était tellement pressé de la suivre qu'il a laissé tomber la caméra et elle s'est brisée en 1000 morceaux. Maman s'est fâchée, a voulu descendre de la table d'accouchement pour voir où il convenait, mais l'infirmière péteuse l'a plaquée avec ses gros bras pour l'en empêcher. Un peu plus, et elle se bagarrait. Maman était hystérique et l'infirmière péteuse lui hurlait de se calmer. Et puis toutes les deux se sont mises à appeler le docteur à grands cris. Eh bien, vous savez quoi? Il s'était évanoui. Là, à leurs pieds, dès qu'elle a vu ça, l'infirmière péteuse a commencé à le pousser du pied tout en criant « Mais on n'a jamais vu un médecin pareil! Et ça se dit docteur! Allez, debout, debout !» Et puis d'un coup, elle a lâché le paix le plus énorme, le plus sonore et le plus puant de toute l'histoire des paix. Maman pense que c'est le paix qui a fait revenir à lui le docteur. Bref, quand maman raconte tout ça, elle mime tout, avec les bruits, etc., ça nous fait trop rigoler. Elle dit que l'infirmière s'est finalement réveillée très gentille. Elle est restée avec elle tout le temps, même quand papa est revenu et que les médecins lui ont dit à quel point j'étais malade. Maman se souvient exactement des mots que l'infirmière lui a murmurés à l'oreille pendant qu'il lui expliquait que je passerais peut-être pas la nuit. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, a-t-elle dit. Le lendemain, j'étais toujours vivant et c'est encore elle qui a tenu la main de maman quand ils m'ont apportée dans la chambre. Il lui avait déjà raconté plein de trucs. Maman s'était bien préparée, mais lorsqu'elle m'a regardée pour la première fois, au milieu de la bouillie de mon visage, elle n'a vu que mes beaux yeux. Au fait, maman est super belle et papa est très beau aussi, vieille et jolie, au cas où vous me poseriez la question. La suite dans Wonder de R.J. Palacio. Merci Samira pour cette très jolie lecture qui me semble effectivement très intéressant, un sujet intemporel. Alors on vous retrouve la semaine prochaine et on vous souhaite une très belle journée. Voilà, c'était donc ce livre Wonder de R.J. Palacio, un extrait lu par Samira Chakaf Andalousi, que vous retrouvez ce livre chez Pocket Jeunesse, PKJ comme il s'appelle maintenant. Cette émission s'achève, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, on reste à la maison, Ambre Charlet nous le chante, et moi je vous dis à demain bien sûr, ciao ciao. Today we're going through something very difficult. On va mettre 1h005. Something that never happened before. We have to support each other. We have to face the situation together. And there's only one thing to do. It's this day at home. Saving life is